Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, la liberté d'expression à reculons au Sénégal. Journalistes et acteurs politiques embastillés pour des délits d'opinion. Bougane Gueye Dany et Cheikh Yérim Seck ne sont pas encore tirés d'affaire. Les détails dès le début de cette édition. Lutte contre l'immigration irrégulière. Le ministre de l'Intérieur a procédé ce matin à l'installation du comité de lutte contre le phénomène. Les convoyeurs seront traqués partout sur le territoire selon l'autorité. L'actualité, c'est aussi la non-reconduction du contrat de Aliou Cissé. Un départ sans les honneurs de la République après service rendu à la nation et au peuple du football. Qui pour lui succéder et comment lui succéder? On fera le point. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bougane Gueye Dany poursuivi pour injure et diffamation. L'homme politique a déféré ce matin à la convocation de la police, accompagné par une cohorte de militants. Habib Faye. Il est poursuivi pour diffamation et injure. Bougane Gueye Dany convoqué dans les locaux de la brigade de cybercriminalité depuis ce matin à 11h pour les besoins d'une enquête. À 11h20, il a franchi le seuil du poste de police. Mais avant son entrée, il a tenu à dire Nous sommes en train de nous préparer pour répondre à la convocation. Vous avez vu, nous avons pris beaucoup de temps sur la route. Le plus important, c'est de venir répondre. Nous n'avons pas appelé aux jeunes de sortir pour nous servir de bouclier. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. C'est ça. Nous nous battons pour le Sénégal aussi. Je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je suis prêt aussi à retourner chez moi. Là, j'ai aussi mon sac. Je suis aussi prêt à aller en prison. Il n'y a que des gens qui de Des soutiens de taille, le leader de Gëm-sa-Bopp, par ailleurs membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu, en a. Si un allié, un frère reçoit une convocation, non seulement lui, il va y déférer de la façon la plus sereine et la plus éloquente et la plus républicaine que soit, mais nous également, nous serons à ses côtés pour l'accompagner et pour le supporter dans ce qu'il fait. Contrairement à ceux qui, quand ils ont été convoqués par la police ou par la gendarmerie, ont refusé d'y déférer, nous y déférons. Donc voilà, ce qui se passe est quand même regrettable. Et je pense qu'aujourd'hui, ni l'attitude du Premier ministre, ni l'attitude du président de la République n'honorent le Sénégal. Donc nous disons halte et nous, aujourd'hui, avec tous les membres de la coalition Sàmm Sa Kàddu, cette direction et toute l'opposition sénégalaise et toute la société civile et tous les gens épris de paix et de justice, nous allons nous dresser face à cette dictature rampante qui est en train aujourd'hui de montrer les signes avant-coureurs, mais de nous donner la bande-annonce de ce qui nous attend. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, venu prêter main forte à Bougane Gueye Dany, invite les chefs religieux à tempérer la tension socio-politique du pays. C'est notre devoir d'appeler pour la paix, pour avoir la tranquillité dans ce pays. Sans la paix, nous ne pourrons pas travailler tranquillement. Ce pays traverse des difficultés économiques, donc nous ne pourrons pas faire avec les problèmes politiques. Ce n'est pas du tout ce que nous attendons des nouvelles autorités. À la brigade de cybercriminalité, la tension était remontée entre les souteneurs du leader de Gëm-sa-Bopp et quelques journalistes. Poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, Cheikh Yérim Seck fera face au procureur ce jeudi. Le journaliste a bénéficié d'un retour de parquet ce mercredi, de même que Kader de la Sen TV, le chroniqueur. Face aux enquêteurs, plusieurs questions ont été posées au journaliste Cheikh Yérim Seck qui a été factuel dans ses réponses. Ibrahima Kane. Au terme de son audition, qui aura duré plus de 2 tours d'horloge, Cheikh Yérim Seck n'a pas varié dans ses déclarations. Devant les enquêteurs de la division spéciale de la cybercriminalité, le journaliste persiste et signe.
Les chiffres avancés par le Premier ministre à propos du déficit public et du ratio de la dette par rapport au PIB sont faux. Appelé à répondre sur les chiffres qu'il a avancés sur le plateau de la 7TV lors de l'émission L'invité et le fondement de sa position, Cheikh Yérim Seck a tout d'abord répondu qu'il n'a jamais avancé de chiffres avant de préciser qu'il a juste contesté ceux donnés par Ousmane Sonko à propos du déficit public et du ratio de la dette par rapport au PIB. Poursuivant l'audition, les enquêteurs ont demandé à notre confrère s'il avait l'intention de remettre en cause les propos du Premier ministre. Il a rétorqué avoir remis en cause la véracité des chiffres avancés par ce dernier dans le cadre d'un point de vue personnel. S'agissant des questions relatives à ces sources, Cheikh Yérim Seck a cité la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qui, dit-il, n'ont jamais évoqué les chiffres en question, mais également le site officiel du ministère des Finances et le rapport de la Cour des comptes. Pour démontrer que les chiffres avancés par le Premier ministre sont faux, Cheikh Yérim Seck a laissé entendre que si ces chiffres étaient avérés, le Sénégal n'aurait pas pu lever le mois dernier 35 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, dans la mesure où la nouvelle réglementation stipule qu'aucun pays de l'UEMOA avec un déficit de plus de 10% ne peut lever de fonds. En somme, Cheikh Yérim Seck a fait savoir aux enquêteurs que son intention était juste de rétablir la véracité des faits dans leur authenticité, mais loin de lui l'idée de jeter le discrédit sur les institutions, encore moins sur le Premier ministre Ousmane Sonko. Toujours à ce propos, la coordination des associations de presse appelle à la libération du journaliste Cheikh Yérim Seck qui est libre d'user de son droit à une libre expression. La CAP en appelle à la préservation d'un espace public où le débat doit être contradictoire et argumenté, où les entreprises de presse peuvent évoluer en toute sérénité. Les défenseurs des droits humains également dénoncent les pas en arrière de la liberté d'expression au Sénégal. Thioro Mardiaye. La police a repris du service. Des arrestations tous azimuts d'hommes politiques et de médias accusés pour la plupart de délits d'opinion, comme sous l'Ancien Régime. Universitaires et défenseurs des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme. C'est vrai que les arrestations et les convocations qui commencent aussi à nous inquiéter, au rythme d'abord où les convocations sont faites, mais surtout aussi pour le fond de certaines convocations. Parce que si on se fie à ce que nous dit la presse sur certaines convocations, ce ne sont pas loin des convocations qui peuvent être liées à des délits d'opinion. Or, nous pensons que le Sénégal devrait dépasser cette étape. Pour le moment, le régime actuel n'est pas encore dans ces dérives-là, mais ces 2 ou 3 cas isolés que nous avons évoqués tout à l'heure nous poussent à tirer sur la sonnette d'alarme et éviter les arrestations préventives systématisées. Ce n'est pas encore le cas, mais si on y prend garde, on risque d'aller vers cela. Pourtant, les assises de la justice initiées par les nouvelles autorités avaient suscité de l'espoir. Mais le coordonnateur de l'antenne de la RADDHO à Dakar se désole du maintien des lois liberticides. On ne doit pas, à notre avis, convoquer certains citoyens à la police, à la gendarmerie pour certaines déclarations. Un communiqué, un démenti aurait suffi. Mais tout laisse croire que nous risquons de retomber dans les mêmes travers et de suivre les pas de ce qui s'est passé ici sous le régime du président Macky Sall. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Même s'il s'agit pour le moment de cas isolés, le professeur Pape Farah Diallo ne comprend pas pourquoi les inculpés sont envoyés en instruction alors qu'ils peuvent être jugés en flagrant délit. Ce que nous avions déploré en tant qu'universitaires, nous avions publié beaucoup de tribunes consistant à dénoncer les dérives autoritaristes du régime de Macky Sall. Nous pensons que pour le moment, le régime actuel n'est pas encore dans ces dérives-là, mais ces 2 ou 3 cas isolés que nous avons évoqués tout à l'heure nous poussent à tirer sur la sonnette d'alarme. La liste des mises en cause pour des délits d'opinion s'allonge 6 mois seulement après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
lui-même victime de cette infraction sous le règne de son prédécesseur. Merci Thioro. De retour à Dakar, Guy Marius Sagna raconte sa mésaventure au Togo où il a été malmené lors d'un point de presse. Reportage Cher Diop. Après son agression à Lomé, le député de la CEDEAO clarifie. Guy Marius Sagna retrace le film de tout ce qu'il a vécu au Togo, des images qui ont affolé la toile. J'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Il avait organisé cette rencontre avec 4 organisations politiques et 8 de la société civile. Ce député campe sur sa position. Il déclare qu'il sera toujours du côté des populations. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Après toute cette polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, le parlementaire répond à ses détracteurs. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subies à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement 2 idées, 2 visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Guy Marius Sagna dénonce et déplore aussi le comportement des parlementaires de la CEDEAO. Il exige encore le respect des droits de l'homme. Lutte contre l'immigration irrégulière, le ministre de l'Intérieur a procédé à l'installation du comité de lutte contre le phénomène à Mbour. Les convoyeurs seront traqués partout sur le territoire, a dit l'autorité. Voici Jean-Baptiste Tine avec Ndaï Matidjak. La migration irrégulière au Sénégal, ce phénomène prend sérieusement des proportions à la fois préoccupantes et alarmante. Mais pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi ces jeunes prennent-ils de tels risques malgré les dangers connus? Les raisons sont multiples. Le manque d'opportunités économiques, la pression sociale et parfois la désinformation véhiculée par les réseaux de passeurs sans scrupules qui prospèrent sur le dos de ces âmes vulnérables. Face à cette situation, notre devoir est clair. Nous devons renforcer la sensibilisation en informant nos jeunes des réalités de cette aventure périlleuse, mais aussi en leur offrant des alternatives viables ici même au Sénégal. Il est primordial de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'entrepreneuriat et d'investir massivement dans la formation professionnelle. Nous devons aussi intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs en coopérant avec les pays voisins et les organisations internationales pour démanteler ces structures criminelles. La répression des acteurs de cette chaîne est une nécessité pour protéger nos citoyens. En tant que nation, il est impératif que nous redoublions d'efforts pour promouvoir une migration légale, ordonnée et sûre. Je déclare installer le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, comité départemental de Mbour.
L'actualité, c'est aussi la fin du match pour Aliou Cissé, le sélectionneur national qui quitte ainsi la tête des Lions de la Teranga. L'État du Sénégal a refusé la reconduction de son contrat en raison des objectifs non atteints. L'homme du 6 février 2022 quitte la tanière sans les honneurs de la République. Cher Tidiane Diawo. Pratiquement une décennie à la tête des Lions du Sénégal, Aliou Cissé quitte la tanière sur décision de l'État du Sénégal, selon Sud Quotidien qui a sorti l'information que plusieurs sources ont par la suite confirmée. Le journal informe que c'est dans une lettre confidentielle que le ministère des Sports a informé la Fédération sénégalaise de football de sa décision de ne pas reconduire le contrat du technicien sénégalais. C'est en 2015, au lendemain de la débâcle des Lions en Guinée équatoriale, qu'Aliou Cissé a pris les rênes de la sélection nationale. Le reste appartient à l'histoire. Après des débuts poussifs marqués par une élimination en quart de finale par le Cameroun lors de la CAN 2017, l'entraîneur sénégalais ne se décourage pas et continue le travail. 2 ans plus tard, il parvient à hisser le Sénégal en finale de la CAN 2019 en Égypte, une finale qu'il perd 1-0 face à l'Algérie. Un coup dur à encaisser pour le Sénégal, toujours en quête de son premier trophée continental. Mais la délivrance survient à Yaoundé au soir du 6 février 2022. Il devient le premier entraîneur sénégalais à porter son pays sur le toit de l'Afrique. Une performance qui fait de lui, pour le moment, le meilleur entraîneur de l'histoire du football sénégalais. Aliou Cissé en chiffre ses 9 ans à la tête de la tanière, 70 victoires, 24 nuls et 13 défaites seulement. S'ouvre désormais l'après Aliou Cissé et qui pour succéder au sélectionneur des Lions. Réponse avec Cher Sadibou Diarra. La succession du sélectionneur Aliou Cissé est ouverte. La fin d'une ère grandiose pour l'équipe nationale. 9 ans de règne, 70 victoires obtenues, 24 matchs nuls, 13 défaites concédées. Un lourd héritage qui n'effraie pas les prétendants qui foisonnent. La liste, forcément, elle sera élargie parce que déjà on parle de Hervé Renard qui a toujours rêvé, qui n'a jamais caché ses envies, ses intentions de travailler avec les sélections africaines. Déjà Pape Thiaw qui est l'adjoint d'Aliou Cissé qui peut également, pourquoi pas, diriger la sélection. Moi je pense que si on se réfère aussi sur ses résultats, il a quand même fait ses preuves, même si la compétence elle est universelle, j'aurais souhaité tout simplement qu'on reste dans la dynamique de l'expertise locale. Les expatriés, ce qu'on appelle les sorciers blancs, et on a vu les résultats. Nos entraîneurs sont tous sortis des mêmes écoles. On a une équipe nationale aujourd'hui composée de joueurs professionnels. On a une fédération qui est aguerrie, l'État qui ne lésine pas, en tout cas sur les moyens pour accompagner ce football-là. En attendant de faire le bon choix sur le successeur d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football s'attelle à trouver des intérimaires qui vont diriger les Lions lors de la double confrontation Sénégal-Malawi les 11 et 15 octobre prochains. Qui revient le plus, c'est celui de Pape Thiaw, qui était jusque-là l'adjoint d'Aliou Cissé. On parle également du directeur technique lui-même, Mayacine Mar, qui pourrait être dans ce staff qui va conduire l'équipe nationale contre le Malawi. Il y a également le nom de Serigne Saliou Dia qui vient de remporter la Coupe de l'UEFA A des U20 et qui sera pour quelques semaines encore en chômage technique, puisque la CAN de cette catégorie-là n'aura lieu qu'en 2025. Et peut-être qu'avant le match des 4e, 5e et 6e journées qui viendront au mois de novembre, là on aura le staff technique complet en place. L'après Aliou Cissé commence déjà. La liste des Lions convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 va être publiée ce vendredi. Merci, cher Sadibou Diarra. Alors maintenant, dans le sud, en Casamance, chavirement de la pirogue de Djanki, les corps des 4 personnes qui étaient à bord de l'embarcation retrouvés. Le dernier a été repêché ce matin par les sapeurs-pompiers, appuyés par les pêcheurs locaux. Auparavant, 3 autres corps
ont été extraits des eaux tard dans la nuit de mardi à mercredi, nous dit notre équipe à Ziguinchor. Allons à Kaolack. Le cycle de gestion des déchets depuis sa production, la pré-collecte et la collecte dans les ménages a longtemps été une préoccupation pour les collectivités territoriales. Face à ce constat, Caritas Kaolack a organisé un atelier international sur la gestion des déchets et la transition écologique. Reportage Ousmane Dem. Tous les acteurs concernés se sont donné rendez-vous dans la ville de Kaolack. Un cadre tout simplement de partage de l'expérience vécue, capitalisée, qui nous a permis de modéliser des manières de faire, d'être, des manières d'accompagner nos collectivités territoriales, mais également les dynamiques enclenchées dans les différentes communes qui sont des dynamiques communautaires très appréciables. Pour mieux lutter contre ces phénomènes, les populations sont invitées à changer de comportement. Il faut qu'on travaille sur la mentalité des gens d'abord, parce que les déchets, c'est pas quelque chose qui doit être habitué avec les gens. Et vraiment, je pense qu'à l'issue de cet atelier, Inch'Allah, avec le Caritas, en collaboration avec la mairie, une solution durable sera. Caritas Kaolack s'engage à collaborer avec les collectivités territoriales pour une synergie des actions. Ce qui était important pour Caritas Kaolack dans ce projet, c'était de suivre le cycle de gestion des déchets depuis sa production, la pré-collecte, la collecte dans les ménages, le transfert dans les centres de tri et de valorisation de déchets. Et cela, nous l'avions expérimenté déjà dans 3 communes, des modèles qui aujourd'hui présentent des hauts, mais également qui présentent parfois des limites qui ont été capitalisées et qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec les communes engagées dans ce cadre-là. Nouer de grandes synergies sous la conduite de la coordination de l'État dans cette dynamique de transition écologique. C'est entre autres recommandations de cet atelier de 3 jours. Dans l'actualité également, l'incendie qui s'est déclaré en milieu de journée à l'agence Sénélec de Ouakam. Plus de peur que de mal, comme vous le voyez, ces images impressionnantes. La Sénélec assure la continuité du service. Reportage Aminata Mbarisso. C'est vers 11h30 que le feu s'est déclaré. Sur ces images, l'ampleur des dégâts. Une partie du bâtiment abritant la Sénélec de Ouakam anéantie par les flammes. À 12h18 déjà, le premier engin était sur le lieu. Mais vu la sensibilité des locaux sinistrés, également de l'ampleur du sinistre, nous avons jugé nécessaire tout de suite d'envoyer des moyens additionnels en renfort. C'est ainsi qu'on a mobilisé 31 gradés et sapeurs, dont 0,4 personnels officiers, mais également 4 engins d'incendie et 4 autres engins d'intervention légère. Donc au bout de 42 minutes de lutte acharnée avec les flammes, nous avons réussi à maîtriser le feu et à l'éteindre. Le groupement de secours et d'incendie des sapeurs-pompiers sur place, de gros moyens pour stopper le feu et amoindrir les dégâts des engins, mais aussi des sapeurs-pompiers en masse. Nous pouvons dire qu'à l'instant, les dégâts sont importants, certes, mais il est quand même à signaler qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Donc voici résumé cette intervention qui a fait l'objet de notre déplacement ici dans l'enceinte de la Sénélec de Ouakam. L'origine du sinistre, je ne peux pas le dire déterminé, donc ça se charge à la gendarmerie de le révéler plus tard. L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Il reviendra au service technique de mener les enquêtes nécessaires. Aucune perte en vies humaines, encore moins de perturbations sur la distribution en électricité dans Ouakam et ses environs. Merci Aminata. Un peu de travailleurs sénégalais ont adhéré à une institution de prévoyance maladie, pas moins de 4000, et en ce moment il n'existe que 164 IPM au Sénégal pour un nombre de plus de 12 000 travailleurs couverts avec un taux faible de couverture. Voilà tout cela avec Fatou Bintou Conté. Médical du travailleur sénégalais à travers les IPM, institutions de prévoyance maladie, laisse à désirer. L'accès à l'IPM reste faible. Dans ce pays, seules quelques entreprises détiennent une IPM. Le dernier rapport qui a été produit date de 2022 et ce rapport affiche un nombre de près de 4000 entreprises adhérentes aux IPM. Déjà, il faut préciser qu'actuellement, il y a 164 IPM recensés
au niveau de l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire. Ces 164 IPM polarisent près de 4000 entreprises adhérentes, ce qui est un chiffre dérisoire si on prend en considération le nombre d'entreprises du secteur formel qui sont au Sénégal. Ce taux de couverture de l'assurance maladie obligatoire est à la traîne, entraînant une évasion sociale dont l'ICAMO, l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire, compte remédier avec plusieurs méthodes. Le taux de couverture de l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui n'est pas optimal et c'est justement pour combler ce déficit de couverture que l'ICAMO, dans son rôle de coordination, a proposé la mise en œuvre d'un programme de lutte contre l'évasion sociale dans le domaine de l'amont. Un programme qui est articulé autour d'abord de la communication, de la sensibilisation, parce qu'il faut bien qu'on donne la bonne information aux cibles, c'est-à-dire les employeurs et leurs travailleurs, pour rappeler à ces cibles-là le caractère obligatoire de l'affiliation des travailleurs à une IPM. L'ICAMO, toujours dans le cadre du programme de lutte contre l'évasion sociale, a mené une étude de ciblage pour connaître effectivement ces entreprises qui font l'objet de l'évasion sociale. Ce manque d'adhérents dans les IPM a amené d'ailleurs l'ICAMO à mettre sur pied un fonds de garantie dans leur combat pour ce deuxième quinquennat et de permettre aux IPM d'y avoir accès. Et premier défi que le nouveau conseil d'administration de l'ICAMO va relever, c'est le défi de l'opérationnalisation et de l'accessibilité du fonds de garantie. Parce que nous avons constaté durant le premier quinquennat que 8 sur les 9 services qui étaient ciblés ont été réalisés, ont été matérialisés et sont en cours d'utilisation par les IPM. Seul un service n'est pas encore utilisé, malgré le fait qu'il soit opérationnalisé. Il s'agit du fonds de garantie. Venir en appui à ces IPM-là qui rencontrent des difficultés temporaires de trésorerie, difficultés qui font que les factures ne sont pas payées à temps. Ce vendredi, l'ICAMO sera en assemblée générale. Une assemblée générale qui va permettre à l'institution de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration du taux de couverture des IPM. Les travailleurs du CITAS demandent à leur organisation des terrains, une revendication qui date de plus d'une décennie. Lamine Diédhiou, membre du collectif avec Mamadou Fall. Qui avait mis sur pied une coopérative d'habitat auquel nous avons tous adhéré. Et maintenant, il y a de cela maintenant 12 ans. Donc, pour l'adhésion à cette coopérative, il a fallu à tout un chacun d'abord de s'enquérir des frais d'adhésion qui sont de 10 000 francs et d'une cotisation mensuelle qui a été prélevée sur nos salaires. C'est-à-dire il y avait une ponction sur les salaires qui a été faite jusqu'à ce que chacun atteigne la somme qui a été requise en quelque sorte pour les terrains. C'est-à-dire la somme de 550 000 francs pour chacun. Et puis lors, les gens ont peiné à avoir une information juste par rapport à la situation, c'est-à-dire savoir exactement ce qui se passait. Et en ce moment, ils ont commencé à donner des délibérations. Mais après vérification, il s'est trouvé que parmi les gens à qui on avait remis des délibérations, comment ça se dit encore, les terrains étaient inexistants. Il n'y avait pas de terrain en fait. On était juste obligés de nous regrouper maintenant autour d'un collectif pour essayer de voir comment on va faire pour récupérer notre dû. Parce qu'en plus d'avoir des délibérations, il y a des gens à qui on avait demandé même des frais de bornage, alors qu'on ne leur avait même pas donné des terrains, des délibérations, des actes administratifs. Les gens avaient juste des attestations de fin de paiement qui avaient été délibérées par la coopérative du SUTAS. Et puis un mot de culture, Ndiabar ou Attaque mystique, un film documentaire réalisé par Khadim Ndiaye, le réalisateur nous plonge dans les pratiques mystiques au Sénégal. Un documentaire à suivre dans Info Matin ce jeudi sur la télévision Futur Média, un documentaire réalisé par Khadim Ndiaye. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Pape Abdoulaye Der pour Soir d'Info, la suite avec son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.